Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Cacahuètes et Vélociraptor, le podcast officiel de la chaîne du Daron. Et aujourd'hui, on va vous parler de Primal. Et pour ce premier épisode enregistré, je suis avec le seul, l'unique autre barbu de ma vie, mon cher et tendre qui, tout comme moi, a débuté sur YouTube il y a de ça des années, faisant de nous officiellement des fossiles d'Internet, mais continuons à prendre beaucoup de plaisir à vous parler de nos passions respectives. Il est le fils caché d'Edgar Allan Poe et de David Bowie. Je parle bien sûr de mon très cher Flower Hybrid. Flo, sois le bienvenu dans Cacahuètes et Vélociraptor. Eh bien, merci bien, mon cher Greg. Je suis honoré d'être ici pour ce premier podcast. Eh bien, tout le plaisir est pour moi, sachant qu'en plus, ça fait quand même des années qu'on se connaît et qu'on n'a pas non plus fait d'immenses collaborations ensemble. Ah non, pas tant que ça. Hein. On a dû en faire quoi, peut-être 2 ou 3 là, en souvenir, il y avait la préséance Suicide Squad, où ça date. Hein, ah oui, une vidéo que certains abonnés doivent se rappeler, sans doute. Et après, sinon, je t'avais appelé pour ma vidéo de King Kong versus Frankenstein, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait collaboré tant que ça ensemble, en vrai. Par contre, on discute beaucoup. On discute beaucoup en off. Oui, c'est vrai, nous discutons beaucoup en off, mais justement, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai quand même eu l'idée de me dire, eh ben voilà, à force de toutes ces discussions en off, autant en faire participer les autres. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de vous parler, qu'on va vous parler d'une série qui nous a fait particulièrement plaisir, à savoir Primal de Genndy Tartakovsky. Alors, pour les 3 du fond qui ne connaissent pas Genndy Tartakovsky, Flo, veux-tu me faire l'honneur de présenter un petit peu son travail ? Eh ben, c'est parti. Alors, Genndy Tartakovsky, c'est un animateur qui était à la base chez Cartoon Network, du coup, qui a débuté avec le laboratoire de Dexter. C'était sa première vraie série. Un dessin animé fait sous cocaïne, il faut le préciser. Ah ouais, totalement. C'est la bonne époque, j'allais dire Canal+, la bonne époque Cartoon Network avec tout ce qui était Johnny Bravo et compagnie. Du coup, lui, c'était le laboratoire Dexter. Il a aussi supervisé les Super Nanas. Du coup, il était le designer sur le film Les Super Nanas qui est sorti au début des années 2000. Et après, il a fait Samurai Jack, une de ses séries les plus populaires d'ailleurs. Ouais, qu'il a popularisé concrètement. Hein. Ouais, clairement, ouais, parce que voilà, tout l'univers, le mélange. Après, je m'en rappelle pas assez. C'est toi qui as revu la série récemment, donc voilà, je te laisserai en parler s'il faut en parler. Oui, on en fera mention. Et il a également fait la première série Clone Wars. Du coup, Lucas l'avait appelé pour superviser la série Clone Wars pour faire le pont entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et après, il est parti sur Hotel Transylvanie. C'est lui qui a réalisé les 3 premiers. C'est ça. C'était clairement son aspect le plus grand public, même s'il garde un aspect très cartoon, très cool dans l'animation, malgré la 3D qui lui a été imposée. Et après, du coup, le mec s'est complètement lâché, il a fait Primal, après avoir été frustré de ne pas avoir fait un film Popeye. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, il est normalement disponible sur Internet un extrait, je crois, d'animation qu'il avait mis en scène pour le film Popeye, qui avait l'air vachement bien, en vrai. Et alors, je ne sais pas si ce projet est enterré ou si... il va être poursuivi, mais en vrai, ça donnait vachement envie. Alors, apparemment, il est dans l'enfer du développement parce que ça a été relancé. Mais, comment dire ? Alors, en fait, Popeye, il devait le faire entre Hotel Transylvanie 2 et 3. Ça a été annulé. Sony a dit, ouais, non, finalement, on le fera pas. Et du coup, tout l'aspect cartoon de l'extrait qu'on voit sur YouTube de Popeye, tu le retrouves dans le Hotel Transylvanie 3, qui est le plus cartoonesque des 4, du coup, mais le 4e, c'est même pas lui qui l'a réalisé, donc, voilà. Qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, même si c'est peut-être sympathique, mais on va rester focus sur Tartakovsky pour le coup. Voilà. Et du coup, il a récemment mis en scène l'extraordinaire série Primal, qui raconte l'histoire du coup de Spear et Fang, donc un homme préhistorique qui s'associe à un tyrannosaure et qui survivent dans une préhistoire fantasmagorique, comme on pourrait dire, avec des mammouths, d'autres dinosaures, des monstres, des civilisations qui se font la guerre, des incarnations quasiment, divines, même il y a des dieux, il y a tout ça. Ouais. Et Tartakovsky se donne un plaisir monstre, en fait, à mettre tout ça en scène et à
à s'amuser comme il le faisait par le passé, comme Samurai Jack en fait, à croiser diverses influences de la pop culture et à construire son propre truc à lui pour en plus en sortir une réflexion, pour en sortir des idées qu'on n'avait pas forcément vues et qui sont référencées, mais surtout ultra jouissifs. Ça, il faut le dire. Ah, totalement. Oui, c'est totalement lâché parce qu'en fait, il a renouvelé Samurai Jack pour une dernière saison sur Adult Swim. Et du coup, cette chaîne-là lui a proposé de faire une nouvelle série, et Primal, du coup, où il a toutes ses obsessions et ses références qui sont condensées en un seul truc et qui est totalement jubilatoire à observer parce que le mec se lâche complètement, quoi. C'est ça, ça cite du Conan, ça cite du Jurassic Park, des films d'horreur, de zombies, du fantastique. Ça va même jusqu'à apprendre des trucs genre comme Predator. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette série incroyable? Mais surtout, c'est qu'en fait, c'est toute une inspiration qui convoque même toute la pop culture de ces dernières années. Je veux dire, pour le coup, l'histoire, en fait, pour la résumer rapidement, c'est celle de Spear, donc qui veut dire lance en anglais, qui voit en fait sa famille massacrée par une bande par un dinosaure justement, et qui donc du coup se retrouve seul comme une pauvre merde en fait. Et décide en fait, se voit offrir la possibilité soit de mettre fin à sa vie, soit de chercher à se venger. Et en fait, très vite, on comprend que le personnage va décider de mener sa quête à bien, donc de se venger du dinosaure qui a en effet mangé sa famille. Et il va, par un concours de circonstances, rencontrer un autre dinosaure qui lui aussi va voir sa progéniture se faire dévorer par le même dinosaure qui a mangé la famille de Spear. Va naître du coup une collaboration et une alchimie incroyable entre ces deux pour la survie. C'est ça. Et déjà, en fait, dès le début, c'est ça qui est fort, c'est que, on le voit dès le premier épisode, il y a cette convocation qui, moi, m'a fait tout de suite penser à du God of War, où en fait, le personnage de Kratos, alors en plus, c'est pas anodin que le personnage de Kratos soit un demi-dieu, ce que vous voulez, parce que Tartakovsky amène ce personnage d'homme des cavernes à être en fait une espèce de sauvage barbare qui se bat pour sa survie, mais qui est quand même extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui va au fur et à mesure de la série lui-même aussi devenir une incarnation physique, peut-être pas quasi divine, mais tout aussi imposant, puisqu'il va littéralement aller jusqu'à défier les dieux. Pour le coup, on va un peu spoiler la série, pour ceux qui l'ont pas vu, enfin légèrement, pas trop, mais un petit peu. Juste pour donner un exemple connu et que la série fait en mieux, parce que c'est le même concept, c'est 10 000 de Roland Emmerich, mais poussé à puissance 1000 et sans l'aspect grand public qui rend le truc complètement aseptisé et inintéressant. Ah bah oui, totalement, parce que là, on est quand même sur du R-rated, je veux dire, là, les boyaux, les morts, les crânes, tout ça, on y a droit quand même. C'est une violence décomplexée et en même temps très brutale, parce qu'en soi, c'est jubilatoire de voir un barbare massacrer ses ennemis avec des effusions de sang, voilà. Et en même temps, le rapport à la violence est très brut et froide, en fait. Tu vois, c'est quelque chose de frontal et tu vois que c'est un univers violent, viscéral et complètement désespéré, en fait, parce que c'est que de la survie. C'est ça, parce qu'en fait, à aucun moment, en fait, la série rigole de cette violence, ne cherche pas en fait à en rire. En fait, le seul moment où ils en rigolent, c'est dans la saison 2, mais c'est une espèce de digression un peu ironique, on reviendra peut-être plus tard dessus. Mais en soi, oui, la violence est frontale parce que justement, elle questionne en permanence déjà le parcours de ce personnage et surtout, en fait, ramène le spectateur toujours dans sa position à se demander en fait, c'est quoi l'intérêt de cette violence en fait. Comme je le dis au début, quand Spear tente de se suicider, se pose la question de est-ce qu'il va mettre fin à ses jours. En fait, c'est ça aussi. C'est donc, est-ce que cette violence va être le moteur pour rester en vie? Et est-ce que ça va être la même chose aussi pour son association avec le tyrannosaure, donc Fang, comme il est appelé dans la série, même si on ne prononce pas, parce que c'est une série qu'il faut le savoir, est quasi muette, les personnages ne parlent pas, ça se passe à la préhistoire, donc la communication n'est que purement visuelle. Tartakovsky, qui avait déjà fait ses preuves par le passé, notamment avec des épisodes de Clone Wars, avait su nous montrer qu'il pouvait communiquer sans le moindre dialogue, ce qui en faisait sa force, d'ailleurs. Mais là, et surtout, même dans Samurai Jack, où il y a clairement des fois des épisodes qui sont... il y a même pas d'intérêt d'avoir de dialogue tellement la série se raconte d'elle-même par les images. Et là où en fait c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a explosé en fait tous ses critères. Il a dit là je veux plus du tout de dialogue, c'est je montre tout. Et en montrant tout, il fait tout comprendre. C'est ça, parce que Tartakovsky, c'est un mec qui a bouffé de la BD depuis tout jeune
et qui s'est beaucoup repéré au visuel des planches plutôt que le dialogue, parce que le dialogue, il a toujours trouvé ça superflu. Il a dit un jour, par rapport au laboratoire de Dexter et les Super Nanas, il trouvait ça fatigant d'avoir des dialogues tout le temps, alors qu'il voulait juste faire parler l'image. Et tu le vois avec Samurai Jack, Clone Wars, des purs moments de combat, je pense au combat entre Mace Windu et l'armée de droïdes, ou alors même le combat entre Anakin et Ventress sur Asajj Ventress sur Yavin 4, où c'est juste quasi 10 minutes interrompues de combat. Je crois que c'est 10 minutes sans dialogue, juste la violence des coups et l'image qui parle et le basculement d'Anakin qui est juste retranscrit visuellement. Et ça, c'est juste ouf. Et dans Primal, il a complètement embrassé la chose et il a complètement il a fait atteindre à son paroxysme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, oui, mais il réussit en fait à amener la chose là où en fait on l'a déjà vu par le passé, mais il va encore plus loin. Mais surtout, c'est ce que j'aime surtout, c'est qu'il l'avait déjà fait par le passé, c'est qu'il questionne en permanence les actions de ses personnages en fait. C'est-à-dire c'est que la violence, il la rend presque légitime, mais il lui donne pourtant de sacrées conséquences. Et c'est ça qui est formidable, c'est que d'où le terme un peu primal, donc c'est la primalité, c'est donc ce qui nous définit tout ça, c'est qu'en fait, plus on avance, plus on comprend que donc ce monde quelque part qu'il décrit, même s'il est un peu un croisement fantastique de diverses influences, est un monde donc qui appelle à une violence, qui se nourrit de cette violence, mais qui en plus s'auto-détruit de cette violence. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de fuite en avant des deux protagonistes, donc du dinosaure et de l'homme préhistorique, parce qu'à de nombreux moments, en fait, les personnages, on le comprend, ne sont pas forcément en recherche de violence. Il y a même des moments, et ça c'est fort chez Tartakovsky, il l'avait déjà fait par le passé, ou dans Samurai Jack et dans d'autres de ses créations, il montre les personnages posés, en paix. Ils attendent. Il y a notamment cet épisode que je trouve très beau, où ils arrivent dans une espèce de... Ouais, c'est pas une clairière, mais dans une espèce de lagon, voilà, où c'est calme. Voilà, un point d'eau où c'est paradisiaque, et où ils nagent, ils se détendent. Et en fait, tu sens que voilà, cette sérénité, ils en ont besoin, quelque part. Ça leur apporte quelque chose, donc il y a ce côté humain, mais voilà, du coup, comme tu vas le dire. Mais la violence du monde les rattrape toujours. Il y a toujours une tribu qui va interférer pour empêcher cette paix, en fait. C'est ça, ça va les ramener dans leur bestialité, à tel point que ça va même les obliger à la transcender, d'où un magnifique hommage aux comics quand Spear décide tout d'un coup de boire une espèce de potion qui le transforme en une espèce de Hulk gris, tout droit sorti d'un comics ultra violent. Mais c'est ça, il embrasse totalement sa bestialité parce que le monde dans lequel il vit, il peut être que comme ça. Et c'est malheureux, mais il n'y a que ça pour survivre. Et ça, c'est... rien que ça, il embrasse le monstre qui est en lui pour pouvoir survivre et il massacre dans une scène absolument... comment dire ? Ah, tu vois, j'ai pas mes mots, tu vois. Dantesque, jubilatoire. Ouais, dantesque, jubilatoire, où il massacre un à un ce peuple primitif d'hommes singes qui ont des coutumes archaïques. Parce qu'il n'y a que la survie par la violence. Et ça en dit tellement long sur la brutalité de cet univers. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Pas besoin de dialogue ou quoi. Et juste, il le montre. Et c'est ça qui est vraiment impactant dans la série. C'est incroyable. Surtout qu'en plus, il y a ce parallèle, en fait, qui est omniprésent. C'est que, du coup, on suit un homme des cavernes, un homme préhistorique, mais tout le long, Tartakovsky nous présente des figures, des personnages qui sont différentes, on va dire, évolutions, en fait. C'est-à-dire, c'est qu'il y a l'homme singe, concrètement, qui va réagir de la façon la plus bestiale qui soit, et il va, au fur et à mesure, amener l'homme préhistorique à rencontrer des évolutions plus civilisées, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il va croiser des Vikings, il va croiser des Égyptiens, il va croiser des trucs et tout. Et en fait, c'est intéressant de se dire qu'il y a en fait en permanence ce renvoi de la civilisation alors déjà la civilisation qui arrive, mais surtout de l'évolution en fait qui entraîne un peu le début et la fin d'une histoire. C'est-à-dire c'est qu'il y a par exemple ce passage où il y a une créature un dinosaure pour le coup qui est contaminé par une espèce de virus qui est en voie directe, un délire à la George Romero qui transforme les autres dinosaures en zombies. Et qui du coup mélange le genre du film de zombies avec le genre de kaiju parce qu'en fait du coup il y a un brachiosaure qui est contaminé et qui se met à attaquer tout le monde.
Ah, cet épisode, il est tellement génial. Cet épisode est tellement génial parce qu'il est vraiment basé sur un truc à la film d'horreur, à la film de monstre, quoi. Enfin, c'est pas le seul, mais vraiment, il y a ça. Moi, surtout vu comme un espèce de dommage presque à la Godzilla. Et on arrive un peu à cette finalité où, à l'issue de cet épisode, les deux protagonistes vont contempler la chute de cette créature immense, un peu comme Godzilla quand il meurt. Et cela va leur envoyer une profonde, on va dire... je vais pas dire douleur ou souffrance, mais en fait un spleen presque. Tu vois, ça renvoie presque à un espèce de une certaine mélancolie. Ouais. Voilà, ça une certaine mélancolie de leur monde en fait, qu'il sent que parce qu'il est absorbé par la violence, va se faire entre guillemets bouffer par lui-même. Tu vois. Ouais, et il y a quelque part un peu cette justification de fuir ce monde, d'aller un petit peu au-delà, et qui emmène quelque part un peu la raison et la logique de Spear, de s'attacher du coup au protagoniste, enfin au personnage féminin qu'il va rencontrer dans le dernier épisode de la première saison. C'est ça. Comment s'appelle ce personnage déjà, je m'en rappelle plus. Mira. Ouais, c'est Mira. Ouais, Mira, oui. C'est le seul mot qu'il dit d'ailleurs. Ouais. Oui, mais c'est le seul mot qu'il dit à la fin de la première saison. Ouais. Et je trouve ça beau en fait, parce que c'est presque une note d'humanité, d'espoir qui naît. Du coup, Mira qui débarque en fin de saison 1 et qui est l'un des rares personnages féminins de la série. Alors bon, c'est pas la seule. Il y a un autre exemple opposé qui est la reine égyptienne, enfin la pharaon. Enfin, je sais plus, mais c'est carrément l'opposé de Mira du coup. Qui est le seul personnage féminin et qui est tourné vers l'avenir, qui elle aussi fuit en avant par rapport à là d'où elle vient, par rapport au peuple viking qui l'a réduite en esclavage. C'est ça, ouais. Et qui surtout adoucit complètement les deux personnages, alors qu'ils sont d'abord très méfiants et qui restent dans leur coin, alors qu'ils voient que c'est nécessaire pour qu'ils puissent survivre à leur tour, tu vois. Je trouve que l'interaction des personnages fait une évolution incroyable entre les deux. Il y en a un qui s'adoucit et l'autre qui apprend à s'endurcir et qui du coup va devenir une putain de guerrière badass, quoi. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en plus, voilà, on dit personnage féminin, mais le personnage féminin est tout aussi redoutable que le personnage masculin au final. Non, mais c'est l'un apprend de l'autre tout le temps, et c'est comme ça qu'on fait des personnages bien écrits en fait. C'est pas une question. Oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça. On voit notamment que ce personnage-là, par exemple, féminin, a des coutumes plutôt religieuses, donc du coup plus spirituelles, et Spear, du coup, en fait, s'en imprègne quelque part. Là où elle va s'imprégner de sa violence barbare, quoi. C'est ça. Du coup, toi, Flo, par exemple, dans cette série, qu'est-ce qui a été l'élément qui t'a le plus marqué, surtout qui t'a le plus plu, en fait, qui t'a le plus attiré, en fait? Déjà, il y a le pitch de base. Je veux dire, quand tu me vends un homme, un Néandertal qui fait une alliance avec un T-Rex pour maraver des gens, tu vois, déjà, c'est... Déjà, voilà, rien que ça, il y a le fantasme absolu de voilà. Vendre ton concept en disant « Venez regarder Primal, c'est génial, il y a un homme des cavernes qui ressemble à Conan le Barbare qui chevauche un tyrannosaure. » C'est formidable. Ouais, il y a ça, déjà, c'est très alléchant de base, mais ça, c'est le truc qu'on vend en surface. À l'intérieur, c'est une histoire beaucoup plus profonde, avec des personnages qui vraiment évoluent, sont attachants, et te montre toute la violence du monde, en fait. Dans le monde dans lequel il évolue, et c'est juste incroyable. Moi, comme d'habitude, avec Tartakovsky, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à retranscrire juste avec le visuel, l'animation et sans dialogue. Et là, c'est vraiment incroyable, quoi. Moi, c'est toujours ça qui m'a marqué avec Tartakovsky. Déjà, quand je matais Clone Wars, quand j'étais petit sur Cartoon Network, tu vois, c'était vraiment, je voyais des scènes de pur combat sans dialogue, rien, ça me marquait parce que c'était des temps morts. C'était pas des temps morts en soi, parce que ça te racontait quand même quelque chose. C'est ça qui est important aussi. Il y a des grosses séquences d'action, mais elles racontent toujours quelque chose. Et là, Primal, ça ne loupe pas non plus. C'est clairement, ça ne met pas l'histoire en pause juste pour enchaîner des scènes d'action et dire ouais, vous avez vu comme c'est cool, un Néandertal qui massacre des hommes singes, des dinosaures ou quoi que ce soit. Non, ça te raconte réellement quelque chose. Je pense notamment avec l'histoire des chauves-souris là, chelous là, qui viennent de Hotel Transylvanie 2. Non, mais c'est le même design, je te jure. Et c'est là que je me dis, en fait, Tartakovsky sur Hotel Transylvanie, c'est vachement condensé pour faire un truc grand public. Et là, il reprend les designs juste pour se lâcher complètement et faire un truc purement horrifique. Ouais, bah oui, il y a totalement de ça. Oui. Et en fait, tu as une énorme scène d'action. C'est Fang qui n'est pas prisonnier. Si, c'est Fang qui est prisonnier. Non, c'est l'inverse. C'est Spear qui se fait capturer et Fang qui vient la délivrer. Voilà, c'est Fang qui vient délivrer Spear. Et en fait, ça raconte à quel point ils sont maintenant dans une relation totalement symbiotique. Ils ont besoin l'un de l'autre. Si l'un est plus là, l'autre meurt en fait. Et oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça que tout l'épisode te raconte. Et vraiment, juste par le biais de l'image,
Tartakovsky, il arrive à te retranscrire ça avec son équipe d'animateurs. Évidemment, il n'est pas tout seul, hein, mais Ah oui, non, mais Mais on sait il est derrière tout le truc, donc forcément ça. voilà, mais c'est juste, moi je veux plus d'œuvres comme ça qui te disent, voilà, moi je te prends ça, un pitch de base qui est très alléchant, mais on te raconte quelque chose derrière. Ça, c'est un truc qui manque réellement aujourd'hui, je trouve. C'est qu'en plus, il pousse vraiment les curseurs à fond parce qu'il crée en fait déjà cette relation entre l'homme et le T-Rex de la façon la plus jouissive qui soit. Mais en plus, c'est qu'il lui donne sens dans l'idée qu'en fait, quand par exemple l'un est blessé, l'autre met tout en œuvre pour lui sauver la vie. Et en fait, tu comprends que cette volonté de préserver la vie donc de son acolyte, parce qu'on parle quand même d'une espèce de mini-tribu, tu vois, en fait, ramène à rappeler qu'en fait, ce n'est pas seulement son partenaire, son coéquipier ou son animal domestique qu'il protège ou qu'il tente de sauver, c'est sa part d'humanité, c'est ce qui lui reste, en fait. Et du coup, c'est là où, en fait, la série opère un virage assez fort, c'est qu'il réussit, à travers la relation de cet homme et de ce dinosaure, à créer quelque chose de tout nouveau, à tel point que les aventures qu'ils vivent, parce que ce sont des péripéties assez improbables, mine de rien, mais qui les façonnent, engendrent quelque part une espèce de légende, quelque part. Parce que c'est ça qui est fort, c'est qu'à la fin, notamment, c'est pas un gros spoil, à la fin, Spear, Sarah se pose dans une espèce de grotte, et il se met tout d'un coup à dessiner une fresque préhistorique, sauf que cette fresque, elle raconte quoi ? Elle raconte son histoire à travers la série. Et donc il y a cette évocation donc mythologique en fait de son parcours, et la fin pour moi de la série est très forte en fait, parce que quand arrive le moment où Mira regarde cette même fresque et décide donc de procréer avec Spear pour engendrer sa descendance, en fait tu comprends que voilà, cette mythologie donne lieu à une nouvelle génération, à un nouvel héritage, je sais pas comment on pourrait l'appeler, où maintenant les hommes préhistoriques vont chevaucher des dinosaures et vont te faire un remake de War Eagles dont tu avais parlé dans une des vidéos qu'on n'a jamais vu, tu vois quoi. Et c'est ça en fait qui est incroyable, c'est que en fait Tartakovsky, tout ce que fait Tartakovsky du premier épisode au dernier, en fait, c'est traiter vraiment moi ce que j'adore en fait dans ce genre de création, dans ce genre d'histoire, en fait, c'est il te parle tout simplement de mythologie en fait. Il te parle d'histoire, il te parle de personnages qui évoluent, qui se façonnent un destin, à tel point que Spear, c'est quand même un mec qui au départ ne fait que chasser le crocodile, et va combattre les tyrannosaures, va défoncer des armées de soldats et tout, pour au final aller jusqu'à défier les dieux. Tu vois, c'est vraiment le parcours presque d'un God of War, tu vois. Ouais, c'est ça, totalement. Mais de toute façon, c'est là que tu vois à quel point il a été influencé par la BD, encore une fois, mais qu'il a pris ces histoires. Alors, il prend pas ces histoires. C'est pas un Snyder, par exemple, qui prend. Voilà, on va parler de Snyder un petit peu. c'est pas un Snyder qui. Ouais, c'est pas un Snyder qui vraiment va embrasser l'aspect mythologique et va faire un truc, on va dire, sombre et torturé pour lancer le cliché, entre guillemets. Parce que Tartakovsky, il a toujours été très coloré, toujours très dans. Même s'il peut faire des trucs très sérieux, on l'a vu avec la dernière saison de Samurai Jack, avec le noir sur certaines séquences et bien évidemment sur Primal, qui part totalement dans cette direction-là. Mais il embrasse totalement cet aspect mythologique, comme tu l'as dit, pour en faire quelque chose. Bah là, par exemple, c'est la première histoire de l'humanité en soi. Tu vois, c'est ça en fait. Spear, c'est la première histoire de l'humanité. C'est comment elle a évolué pour survivre, comment. Et il y a d'ailleurs même l'épisode un peu hors sujet entre guillemets de la série où il y a Charles Darwin, du coup. Ouais, c'est ça. Qui reste dans le ton de la série parce qu'il philosophe sur la primalité de l'être humain. Et en même temps, il y en a, son opposant lui dit non, mais c'est impossible et tout. Et dans l'épisode se passe ce qui se passe pour prouver que Charles Darwin a raison et que si on est face à une situation dangereuse, on redevient tous des hommes sauvages, des hommes préhistoriques en fait. Tu vois, c'est notre instinct de survie en fait. Tu vois. Voilà, l'instinct primal quoi, en fait, qui est enfoui en nous, qui est toujours présent et qui ramène toujours. C'est-à-dire, c'est un peu le fameux plan en fait dans Gang of New York là de Martin Scorsese, où en fait à la fin t'as juste envie de te dire quand tu vois tous les buildings de New York en fait, ouais, mais à la base tout ça a été construit sur le chaos, ça a été construit sur la violence, et notre évolution a été construite aussi à partir de cette violence, à partir d'hommes préhistoriques qui se sont battus pour survivre, qui se sont entre-déchirés à travers des civilisations qui ont fait la guerre et qui l'ont légitimé par la violence, par tout ce qu'on veut, voilà, qui définissait leur nature. Et c'est ça que la série traite beaucoup. Elle traite vraiment de la quête, en fait, presque, j'ai envie de dire, la quête de violence, mais de comment, en fait,
on se transcende par elle, en fait. C'est ça que je trouvais chouette avec le parcours de ces personnages, en fait. Ouais, surtout que ça te dit que le civilisé n'est qu'un déguisement, en fait. Enfin, n'est qu'apparence, parce que c'est un truc. C'est sûr, la société marche. Bah, tant mieux, tu fais ton truc, tu te mets trop Bien sûr. tu philosophes et tout. Mais dès qu'elle s'écroule, tu vois l'animalité de chacun, en fait. Et c'est ça que la série raconte, parce que chaque civilisation que Spear et Frank croisent, du coup avec Mira aussi, eh ben, on te montre des aspects. Ouais, c'est des êtres humains qui ont fondé quelque chose et tout, mais les Vikings, c'est des putains de barbares qui ont massacré et mis en esclavage. Du coup, l'égyptienne, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas la mémoire des noms pour les personnages. Oui, moi non plus, mais c'est pas grave. Oui, voilà. C'est une animale, mais dans le sens où c'est une tyran qui elle gère d'une main de fer une tyran féministe, précisons-le, pour un peu innover, tu vois, pour le coup. Je ne partirai pas là-dessus. le mec assume pas, quoi. Non, mais pour te dire à quel point que, voilà, comme je disais tout à l'heure, Mira, c'est le personnage féminin positif, mais c'est pas dire que tout est bien en fait. Tu as son pendant, malsain. Voilà, tu as l'extrême, qui est une tyran et qui a soumis les peuples à l'esclavage, qui utilise une pression totalement avec le personnage, comment il s'appelle, le grand baraquet là, je sais plus. Mais on donne pas vraiment les noms dans la série, c'est ça aussi qui est fort, c'est c'est pour ça. Les noms qu'on sort, c'est les noms qu'on a sur la fiche Wikipédia, donc c'est pour ça qu'on s'en sert. Ouais, ou sur les résumés, mais voilà, mais le grand baraquet qui vient d'un peuple africain, là, je sais plus comment il s'appelle, que la pharaon a complètement réduit en esclavage et du coup et qui met des pressions parce que lui à la base ce personnage est pacifiste, il est pacifiste et tout, il a défendu, voilà, il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que lui il devient animal par rapport à sa fille parce qu'il veut protéger sa fille impulsivement de tout. Et comme la tyran égyptienne a en otage sa fille, ça le pousse à devenir la personne qui veut pas un animal qui est bête et méchant, discipliné, qui obéit aux ordres pour pouvoir se protéger sa fille. Et c'est très intéressant là-dessus, sur voir comment l'homme peut être un animal de plusieurs façons. Tu vois, c'est ce jeu en fait des reflets que Tartakovsky il a déjà fait par le passé. Bon, il y avait notamment dans Samurai Jack, il y a cet épisode que tout le monde doit se rappeler, où en fait Jack en fait donc est du coup projeté dans le monde, dans le futur, et il essaye de tout simplement, tout ce que Jack veut faire, c'est prendre un thé. Il veut prendre un thé, mais il se retrouve attaqué de toutes parts par des chasseurs de primes, des mercenaires qui ont été envoyés par la solde d'Aku pour le tuer concrètement. Et en fait, tout le long, tu comprends que Jack, il les maîtrise, quoi. Il a le pouvoir et les compétences pour les défier, enfin les détruire, mais ça le saoule en fait. Ça le saoule réellement. Et ce qui est énorme, enfin ce qui est fort en fait, c'est qu'à un moment donné, l'épisode opère un tour de force puisque à force de combattre ses ennemis et de les terrasser, il finit par dire alors ça va être à qui le tour. Et tout d'un coup, il s'énerve en jetant sa sandale parce que c'est le dernier grain de sable qui fait enrayer la machine, quoi. Il la jette contre un arbre et du coup apparaît son reflet diabolique, donc le Mad Jack, comme il l'appelle, qui en fait donc est du coup une projection de sa violence et de sa colère enfouie, cachée. Et durant cet affrontement, qui est génial, Tartakovsky opère cette idée du reflet, notamment par le biais des reflets des lames, où le regard en fait de Mad Jack se croise avec le regard de Jack dans son sabre, ce qui fait que du coup, ça ramène Jack en fait à sa part obscure et qui est un élément qui a déjà est très présent dans la série Samurai Jack, qui est notamment présent dans la dernière et qui est la meilleure saison de la série, mais qu'il a aussi mis en avant tout simplement dans l'excellent Clone Wars qu'il a mis en scène. Mais totalement, j'allais rebondir là-dessus en disant que l'Anakin de Tartakovsky, c'est un animal qui se contient. Et cet animal, c'est Vador, en fait. Tu le vois à travers le moment de spiritualité qu'il a, où il a les visions de l'avenir et tout, ça se mélange avec sa spiritualité intérieure et tout. Et tu vois que ça forme Vador, et en fait, tu sais que l'Anakin de Tartakovsky, c'est un animal qui se contient, en fait. C'est un être primitif, et cet être primitif, c'est Vador. Et c'est pour ça que je me dis, putain, c'est con qu'il ait jamais fait un truc où il met en scène Vador, parce que je pense que ça aurait été super intéressant de le voir mettre en scène Vador. Même si techniquement il l'a déjà fait, quand Anakin devient vrille complètement, et il a même plus son bras mécanique, mais il utilise la force pour réduire en bouillie ses adversaires. C'est là que tu dis, s'il avait fait un truc Rated R, c'est pareil, ça aurait été wow. C'est les prémices de Primal. Ouais, c'est les prémices de Primal, en fait. Tu vois, c'est parsemé tout le temps comme ça.
Et voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais concrètement, c'est ça qui est génial avec lui, c'est qu'il a ce talent. Il réussit à te faire des épisodes entiers de plusieurs minutes où il va te raconter toute une évolution psychologique de personnage et surtout toute une mise en scène, toute une scénographie autour de ce qui s'y passe réellement. Là où en effet, tu vas demander à George Lucas de faire ça, ça va durer littéralement 20 secondes dans l'attaque des clones, et encore, voilà, où tu te dis, putain, mec, pourquoi tu repousses tout le temps ce que nous, on a réellement envie de voir. À un moment donné, tu parles de la chute d'un homme vers le côté obscur. Et bon, après, je crache pas non plus sur totalement tout ce qui a été fait. Si on cite Star Wars, évidemment, on n'est pas en train de cracher sur tout ce qui a été fait dans la prélogie. Mais pour dire que voilà, c'était un des trucs qui avait fonctionné à l'époque avec Clone Wars et que beaucoup de gens se demandaient pourquoi que Tartakovsky on ne lui a pas confié plus de choses à ce niveau-là, vu qu'il l'a maîtrisé. Surtout que, ouais, tu vois que à quel point c'est une mauvaise écriture qui fait que le traitement d'un personnage peut être frustrant. Le Anakin de la prélogie, c'est ça. L'épisode 3 rattrape un petit peu la chose, même s'il y a toujours des trucs qui vont pas, tu vois. Mais tu te dis, celui de Tartakovsky, l'Anakin de Tartakovsky, bah, c'est clairement, il a compris le personnage et pourquoi il peut devenir Vador et pourquoi il va devenir Vador, tu vois. Et c'est juste un homme qui a son côté obscur qui est refoulé, comme Samurai Jack, du coup, et qui, quand il le laisse exploser, t'as juste la rage et le chaos qui se répand, en fait. Et cette scène d'un Vador violent et tout, tu le vois dans Rogue One. Finalement, tu le vois enfin lâcher sa rage quand il est une pure machine de guerre, quoi, tu vois. C'est ça. Et Lucas, je crois qu'il a tellement voulu faire un truc grand public qu'il n'a pas compris où il voulait en venir avec Vador. Et ça fait que tu as un truc au mieux maladroit, au pire très gênant. Bah, c'est ça. D'autant qu'en plus, la vision qu'a Anakin dans Clone Wars, parce que tant qu'on est sur Clone Wars et faire le parallèle avec Primal, c'est qu'en plus, elle est vraiment portée sur une civilisation, une tribale en fait, une version un petit peu, on va dire, fantastique de ce que serait en fait l'univers de Primal, puisque c'est concrètement des chasseurs qui chassent une entité maléfique, qui ressemble étrangement à la forme qu'a un peu Haku quand il débarque dans Samurai Jack. Donc quelque part il y a toujours ce questionnement du mal en fait que l'on va chasser par nature, mais qui va finir par s'emparer de nous, mais qui va surtout s'emparer de nous alors que nous ne sommes que des êtres primals tout simplement. Et cette vision en fait, pour le coup, est un véritable teasing, j'ai envie de dire, presque de ce qui se passe dans Primal, même si on n'atteint pas le niveau, parce que le personnage ne devient pas un Vador, mais son rapport justement à sa férocité, son rapport à la vengeance, à toutes ces choses, vont être questionnés forcément aux yeux du spectateur, puisqu'à un moment donné, le personnage devient un vengeur, puisqu'il y a quand même un immense passage extrêmement jouissif, extrêmement incroyable et ultra violent, où il s'arme d'épée, où là c'est clairement un personnage issu de comics et tout, c'est formidable, et où il attaque avec le tyrannosaure un clan de vikings, quoi. Ouais. Et où là en fait la barbarie s'exprime au plus haut point, et non pas sans conséquence évidemment, parce que toute action a une conséquence, et ces conséquences vont en plus nourrir le destin d'autres personnages qui vont eux aussi chercher à se venger. Donc ce sont des renvois qui sont extrêmement puissants en fait déjà dans l'inconscient collectif, mais surtout vis-à-vis en fait des thématiques qu'il aborde, quoi, qui sont toujours connectées les unes aux autres. Les destins sont toujours connectés. Même quand il va au début de la série croiser un être, on va dire un petit peu une sorcière, même ce personnage-là, son destin, il va nous être révélé en nous faisant comprendre qu'elle a dû faire des choses sans réellement le vouloir, elle y était un peu obligée, elle y était contrainte, et qu'à un moment donné, c'est arrivé au point culminant de sa vie qu'elle doit décider, en fait, qu'est-ce qu'elle décide. Est-ce qu'elle va céder à cette violence absolue ou est-ce qu'elle va chercher une forme de rédemption ? Et ça amène à chaque fois le spectateur à se dire, est-ce que ce sera le destin de Spire de se dire ça, en fait ? Est-ce qu'il va à un moment donné devoir choisir la rédemption, la résilience ou tout ça, quoi. Après aussi, ce qui est bien, et ça c'est un truc que j'aime bien chez Tartakovsky, parce que bon, tu as cité Snyder, bon, moi j'ai absolument rien contre Snyder, mais c'est vrai que là où il y a en fait une espèce de démarche assumée de c'est noir, c'est sérieux et c'est dark, chez Tartakovsky il y a quand même de la couleur, il y a quand même cette jovialité qui est un petit peu présente, même dans Primal, quelque part, puisqu'il y a quand même des moments, des passages où il y a une forme de... Enfin, je vais pas dire... si, en fait, il y a une légèreté qui s'installe, mais une légèreté qui n'est pas...
qui n'est pas forcément comique. C'est-à-dire, c'est comme je l'ai dit à un moment donné dans l'épisode où on revisite Charles Darwin, tout ça. Ça me fait rire en fait que c'est à la toute fin de l'épisode quand le personnage qui était en opposition avec l'idéologie de Charles Darwin, qui a finalement réussi à terrasser la menace qui est venue chez elle, et que tout d'un coup, tu as le personnage qui le pointe du doigt et qui fait « Ah, j'avais raison, quoi, concrètement !» C'est assez ironique, ça, c'est presque, voilà, Tartakovsky qui se moque, qui s'amuse. Ouais, mais c'est ça. Mais ce truc-là est aussi un peu présent dans d'autres de ses créations. Je pense notamment au laboratoire de Dexter. Moi, j'ai ce souvenir d'un épisode assez farfelu, ridicule, où en fait, t'as Dexter, ce petit génie qui se bat avec un autre petit génie dont j'ai oublié le nom, qui sont rivaux, et où tout d'un coup, ils se mettent à faire la joute, où ils disent genre, eh ben mon papa, il est plus fort que le tien. Et du coup, les deux gamins vont chercher leur père pour essayer de régler leur compte, et les pères, au début, se la jouent vraiment genre, oh, mais pourquoi on se battrait? Et enfin, oui, vous imaginez, vous êtes un hippie, et moi, je suis un gaucho, je sais pas, je suis un républicain, machin et tout. Et en fait, c'est ça, à partir de cette légèreté, révèle, même si c'est pas le but, une véritable colère sociétale des deux personnages qui se mettent à se foutre sur la gueule en s'insultant de sale gaucho, tu vois. C'est assez rigolo, mais c'est léger chez Tartakovsky, c'est pour ça que quand c'est présent, ça dérange pas, en fait. Ouais, surtout que la légèreté qu'on voit dans Primal, elle est là pour déjà soulager les personnages qui en ont besoin. Comme on avait dit tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment, c'est des moments où c'est nécessaire pour eux d'avoir un moment de pause. Je pense à tous les moments avec Mira et Spear qui interagissent ensemble, qui malgré leurs différences arrivent à trouver des points communs et à se rapprocher. Et du coup, bah, ils créent une relation amoureuse qui d'ailleurs n'est pas explicite en soi, dans le sens où c'est pas le grand truc larmoyant comme on voit tout le temps et tout. C'est vraiment juste une histoire de regard et de confiance des personnages l'un envers l'autre. Tu vois, ça marche. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et du coup, quand la fin des deux personnages arrive, ça arrive tout naturellement. En fait, tu dis, bah oui, c'est évident. C'est pas en mode, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Non. Tout avant a été amorcé pour te dire, oui, c'est normal qu'il y a ça qui se passe. Tu vois, c'est encore une fois le visuel, le regard, les personnages qui interagissent ensemble. C'est incroyable. Enfin, au bout d'un moment, j'ai plus les mots. Moi, c'est juste chaud dans le tel. C'est littéralement. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est en plus, ça renvoie toujours à cette idée du côté primal qui est en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est pas que l'instinct de violence, c'est aussi l'instinct reproducteur, c'est l'instinct, voilà, familial, l'instinct protecteur, ce genre de choses, et qui sont très bien traduits ici. On fait dire, c'est qu'à un moment donné, comme tu le dis, ce ne sont que des regards, tout ça, mais au final, c'est quoi? C'est un homme préhistorique qui rencontre une femme, qui au début se questionne, qu'est-ce qu'elle est, tout ça, au même titre que le dinosaure, voilà, se questionne, qu'est-ce que c'est, tout ça et tout, et au final, réussit à créer une fusion, une alchimie parfaite. Parce qu'elle repose en effet sur des émotions qui sont simples, mais qui sont enfouies en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est la compassion, c'est l'attirance, la violence, ce genre de choses, et qui font sens, en fait, qui font sens à l'évolution du parcours de ces personnages. D'où ce que je disais à un moment donné, en fait, le personnage de Mira, par rapport à ce qu'elle a vécu avec Spear, quand elle voit sa vie dessinée sur une espèce de peinture, oui, une fresque, voilà, peinture préhistorique, quoi, elle se dit, bah, je vais donner vie, en fait, à cette légende, et je vais la donner vie en donnant vie à sa descendance, tout simplement. Et on termine avec ce plan qui, en effet, là est un spoil, mais qui n'est pas un très gros spoil, où tu vois les enfants de Spear chevauchant eux aussi des dinosaures, tu vois. La seule enfant de Spear. Il n'y en a pas deux? Il y en a qu'une. Ah, je sais plus. Oui, peut-être. Il y en a peut-être. Ah, oui, il y a un enfant, mais c'est sa descendance quand même. et qui est une femme, je précise. Mais oui, mais parce que la femme, c'est l'avenir de l'homme. On le dira jamais assez. Mais oui, bien sûr, non, mais c'est pas en me moquant que je dis ça, c'est juste. Il y a des logiques d'évolution, tu vois, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau, tu vois, c'est bien écrit, ça fait pas forcer, tu vois. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est naturel chez Tartakovsky. Là, tu vois, la différence des trucs qui sont mal écrits, qui sont calculés juste pour attirer des gens en salle ou quoi que ce soit, ou sur les plateformes de streaming, parce que voilà, maintenant il y a tout ça, et des gens qui juste racontent une bonne histoire avec des personnages et qui vraiment font avancer les choses juste en te montrant une histoire bien écrite. C'est juste ça, tu vois, c'est. Oui, mais c'est en plus parce que c'est bien écrit, parce que ça ne se met pas de limite. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, t'as le mec qui se dit, si je veux montrer un univers violent, je vais montrer un univers violent. Si je veux montrer des morts, si je veux montrer la détresse, si je veux suggérer le suicide, ou si je veux en effet aborder des thématiques qui ne font pas forcément plaisir, parce que aujourd'hui, on est dans une époque où on essaye un petit peu de restreindre cette violence. On essaie un peu de dire non, elle est pas innée chez nous. En fait, non, c'est comment on a été éduqué, c'est comment tout ça. Alors que non, en fait, on en revient toujours au même rappel. Non, cette violence, elle est omniprésente en nous. C'est ce que disait Rambo. C'est voilà, cette violence, elle est en chacun de nous. Il en faut un rien pour qu'elle explose, quoi. Et c'est
parce que les mecs a une vision jusqu'au boutiste de son truc, sans pour autant nous prendre de haut, qu'il réussit à faire une création vraiment pertinente, quoi. Et en étant en plus ultra jouissif dans ce qu'il met en scène. Mais surtout aussi Primal, tu vois, c'est une réponse, c'est une espèce de revanche de Tartakovsky sur l'industrie cinématographique, tu vois, parce que cinématographique et télévisuelle, parce que il travaille un peu des deux et tout, parce que en gros, il a pas pu faire ce qu'il voulait au début de sa carrière par rapport à Samuel Jack qui s'était fait annuler avant qu'il ait une saison 6, c'était ça, la saison 6, 5, autant pour moi. Bah, tu vois, je m'avance. Avant qu'il ait une saison 5 où il a pu faire ce qu'il voulait parce qu'il a eu une chaîne qui lui a dit OK, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais avant ça, il y avait la frustration de faire un truc grand public comme Hotel Transylvanie, même si c'est beaucoup lâché avec l'humour, qui fait très Tex Avery dans le 3e film d'ailleurs. Mais c'est surtout que tu vois, il y a des petites émiscences de violence dans Hotel Transylvanie, enfin de violence, de gags visuels qui évoquent la violence de Dracula qui est réprimée, tu vois, par exemple. Tu sentais que le mec se contenait parce que il a juste réalisé, il n'a pas écrit ou quoi que ce soit les scénarios et tout, tu vois. Il a mis son veto sur le visuel, même si il a dû faire ça en 3D, parce que la 3D, tu comprends, ça fait plus vendeur. C'est plus vendeur que la 2D, tu vois. Alors que maintenant, les films d'animation commencent à faire de la fausse 2D. Merci de Spider-Verse. Voilà. Bah, c'est pas un reproche, hein, on adore. Ah non, c'est pas un reproche, mais juste, voilà, c'est ironique que maintenant, c'est en train de tourner, tu vois. C'est juste, je trouve ça amusant, tu vois. C'est comme quoi, tout est cyclique, tu vois. Mais surtout, maintenant qu'il est libéré par l'imposition des studios du grand public et tout, tu sais que là, il peut se lâcher complètement. Et en fait, Primal, c'est ça, en fait. C'est juste la quintessence de tout ce qu'il a pas pu faire pendant des années, tu vois. Même si avant, tu as eu la saison 5 de Samurai Jack, tu vois, qu'il a pu, en plus, pour le coup, parce qu'on précise qu'on a trop parlé des Hôtels Transylvanie, mais moi, je les recommande quand même parce qu'il y a quand même des choses assez sympas dedans. C'est assez drôle par moments. Mais il y a à certains passages dans les films, il y a des petits moments où en fait tu vois du pur Tartakovsky qui s'exprime, notamment via des petites idées de flashback. Genre je pense notamment à la scène dans le premier film où tout d'un coup, pareil, là Tartakovsky pose un espèce de décor un petit peu presque de légende où il évoque la dame, alors l'épouse en fait de Dracula qui est morte, et où là tout d'un coup la scène prend une tournure beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique, beaucoup plus, je sais pas, dans l'expressionnisme qui convoque vraiment les films Dracula tels qu'on les a connus. Et c'est des petits moments comme ça qui apparaissent où tu dis là on reconnaît en effet bien le talent de ce mec qui réussit en une scène à te poser un attachement pour une figure tragique qui est quand même au départ, faut le dire, une figure tragique réellement, même si tout le truc est une comédie. Et voilà. Puis non, mais surtout que ça tu le retrouves que dans le premier Hotel Transylvanie, parce que les deux autres c'est plus axé sur la blague, même si Tartakovsky est très fort sur la blague, sur le gag visuel et tout. On voit que c'est un mec qui a fait du cartoon, hein. Clairement il adore ça se voit, il se lâche complètement, mais tu sens qu'il est beaucoup plus restreint. C'est juste tu vois que déjà l'animation du film Popeye, ça l'a fait chier, et il a fait Hotel Transylvanie 3 où il a relâché son animation très cartoonesque et tout, qui est très semblable à ce qu'on peut voir du visuel de Popeye, mais tu sens vraiment qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Par exemple dans le dramatique, la scène du premier film que tu as cité, on la retrouve pas dans les deux autres suites en fait, et encore moins dans la 4e qui pareil, même si tu retrouves la relation Jonathan Drake, mais c'est plus dirigé par Tartakovsky, donc voilà, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est amoindri, quoi. C'est un peu dommage. Parce que si on comprend très bien que justement, c'est pour ça que l'Hôtel Transylvanie, c'est un petit peu, moi je les mets un peu à part dans le sens où il est plus condensé, il est plus cantonné dans son truc. On lui dit c'est pas du mais il y a toujours ces petites bribes qui restent en fait et qui étrangement résonne encore plus aujourd'hui quand tu vois Primal, et où tu comprends notamment quand tu vois la fin de Samurai Jack que le mec il a vraiment cette envie de créer des histoires, des mythes en fait avec ses figures, ses créations, parce que on parle de Primal, mais je veux dire à un moment donné dans Samurai Jack il réussit à établir la même chose, même s'il le fait concrètement dans les 4 premières saisons, même s'il n'y a pas de finalité à ce moment-là, il établit le parcours d'un personnage qui devient une figure que l'on reconnaît dans cet univers, dont on parle presque comme une légende, à tel point que quand tu as des mercenaires qui se regroupent pour le choper, ils racontent chacun à leur manière comment ils l'ont croisé et comment ils aimeraient la voir, mais ils peuvent pas la voir parce qu'au final le mec il est tellement tellement balèze que ça sert à rien et qu'ils préfèrent se résigner à accepter que il est au-dessus d'eux. Mais quand tu arrives dans la saison 5, il y a tout un passage qui est construit autour d'un personnage qui recherche le personnage de Jack,
et qui croise en fait quasiment toutes les personnes qu'il a sauvées, dont il a eu une importance dans la vie depuis le début de la série, et qui l'ont érigé au statut de libérateur, au statut de légende, en fait, de protecteur, de sauveur mystique quelque part. Et en fait, ça, moi, je comprends très bien. J'ai vite compris en fait que c'est ce qu'il aime, Tartakovsky. Il aime en fait créer au final ces figures qui vont devenir de nouvelles incarnations. Toi, c'est pour ça que je disais que le parcours de Spear, au final, il se résume pas juste à un mec qui veut survivre dans sa caverne. C'est un mec qui va voir le monde et qui va avoir un impact sur ce monde et qui va du coup, à la fin, littéralement chambouler ce monde, puisque comme j'ai dit, il défie littéralement un dieu. Vous voyez, ouais. Donc il y a cette évocation légende mythologique chez Tartakovsky qui visiblement est très très puissante chez lui, mais qui aussi était visible dans Clone Wars, parce que quelque part Star Wars à la base, on est quand même dans du traitement pur mythologique. Donc il y avait cet amour-là chez lui et qui était réellement concret, quand même on le voyait bien, elle transpirait. Du coup, Tartakovsky, en fait, il est plus à l'aise quand il crée l'univers de A à Z parce qu'il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors, pour autant que j'adore Hotel Transylvanie pour son aspect gag et tout, enfin voilà, c'est quand même un chouette univers avec de très bons personnages et une bonne dynamique dans la rythmique du dialogue et des gags. Hotel Transylvanie, tu sens qu'il est restreint à cause des figures qui sont déjà connues, même si dans le premier film, encore une fois, il a fait une scène très marquante avec Dracula qui, vraiment, elle fait pas tâche, mais elle est tellement à part dans le reste du film que ça fonctionne super bien en fait, tu vois. Et tu sens que là, c'est une représentation de Tartakovsky sur le mythe de Dracula, en y apportant sa propre touche. Mais pareil pour Star Wars, j'adore Clone Wars, ça c'est aucun problème parce que je trouve vraiment c'est un des meilleurs trucs Star Wars qu'on ait fait depuis durant la période prélogie, mais en vrai moi je crois que c'est un de mes trucs Star Wars préférés tout court, hein, tu vois clairement, j'adore la trilogie originale, mais Tartakovsky je trouve qu'il apporte tellement une patte à Star Wars, mais encore une fois il est sur une franchise connue et tu sens qu'il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est coincé entre l'épisode 2 et 3, tu vois. Surtout qu'en plus, là, on n'évoque même pas les inconvénients de production, enfin de réalisation, parce qu'à la base, en plus, Clone Wars, c'était quoi ? C'était des épisodes de 2 ou 3 minutes qu'il devait faire. Ouais, c'est ça, ouais. Et à qui il devait donner une continuité par la suite. Alors, il a réussi le challenge, et en plus, à la fin, quand ils ont sorti les DVD ou les versions complètes, on peut voir les épisodes comme une succession, comme 2 films animés au final. Mais à la base, c'est challenge quand même. Ouais, mais après, Tartakovsky, le fait de faire des formats courts, ça le gêne pas, parce que le base, les cartoons qu'il faisait, ça faisait 5 à 10 minutes, tu vois. Là, c'est encore plus court, je sais. Parce que là, c'est carrément même des séquences juste de combat, parfois, qui doivent raconter une histoire, et qui arrivent en plus à raconter une histoire. Là où d'habitude il y a toujours un espèce de contexte, mais tu vois, c'est un peu comme je disais chez Dexter, où tout d'un coup tu as une situation qui dégénère et où les personnages on comprend pourquoi ça va amener à telle issue. Là en fait c'est vraiment le mec qui te pose un décor et tout d'un coup il te dit voilà, avec ce décor là je vais raconter quelque chose. Quand il te présente et là pour le coup c'est les gens, si vous n'avez jamais vu Clone Wars de votre vie et que vous avez toujours trouvé que Grievous était un pétard foireux dans la prélogie, regardez Clone Wars, parce que la façon dont il présente le général Grievous dans Clone Wars, c'est du pur cinéma, concrètement. Ah ouais, totalement. C'est du pur cinéma. Ce n'est complètement que de la suggestion, ce n'est complètement que de l'iconisation pure. Et en vrai, la mise en scène d'un monstre de cinéma, mais clairement, voilà, comment Lucas aurait dû le faire, mais il l'a pas fait parce que c'est pour les enfants. Voilà. Et encore. Oui, mais après, je caricature Lucas évidemment, mais c'est clairement pour le marché des enfants, tu vois, parce que pour lui Star Wars c'était avant tout une franchise pour les enfants. Ce qui, en même temps, normal, c'est un parcours initiatique Star Wars de base. Mais voilà, donc c'est normal. Mais même Clone Wars de Tartakovsky, à la base, c'est pour les enfants. Il arrive quand même à te faire un truc de taré avec Grievous, Mace Windu, qui dans Mace Windu dans la prélogie, même si c'est Samuel Jackson, tu retiens parce que c'est Samuel Jackson, mais le personnage en soi, il fait rien de fou, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais dans Clone Wars, ces personnages-là qui sont pas fous dans la prélogie, ça devient des putains de personnages ultra badass et avec une personnalité que tu comprends, encore une fois, que par le visuel. Et ça, c'est Tartakovsky, tu pourras jamais lui enlever qu'il arrive à te raconter une histoire uniquement par le visuel. Ce qui est normalement le propre. C'est le propre du cinéma et de tout ce qui est l'audiovisuel, tu vois. C'est ça, c'est complètement ça, mais c'est pour ça qu'en fait, quand tu t'arrives dans une franchise ultra connue, dans Star Wars, et tout d'un coup on t'évoque un personnage que, alors soi-disant tout le monde devrait craindre, et encore, parce que quand tu débarques dans l'épisode 3, Grievous, tu sais même pas si tu dois le craindre, tu te dis juste c'est un druide comme un autre qui s'échappe, qui est un lâche, alors qu'en fait chez Tartakovsky, tu comprends pourquoi les Jedi ils sont en flip face à lui. C'est que le mec, le truc, il est vraiment imbattable, il est ultra puissant. Et c'est ça où tu te dis, donc vous l'opposez à Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 3 et c'est réglé en 2 secondes. Non les gars, dans Clone Wars, il te met à l'amende 10 Jedi,
et dont le sosie de Scooby-Doo, enfin de Sammy dans Scooby-Doo. et voilà, quoi, ça devient une des scènes les plus cultes de Clone Wars. Et le personnage devient lui-même une incarnation culte de la guerre des clones. Et ça, Lucas n'a pas su le faire, quoi. Il n'a pas su le faire. C'est ça. Enfin là, du coup, pour le coup, on digresse un peu sur d'autres créations de Tartakovsky, mais on reste quand même toujours sur l'idée. Non, mais ça reste lié au fait qu'il crée des mythologies, même si l'univers qu'il met en scène, il ne l'a pas créé. Hôtel Transylvanie, c'est un petit peu à part. Comme tu dis, c'est un peu à part. Voilà, parce c'est que, ça. C'est beaucoup plus ciblé grand public. Voilà, plus enfantin. Mais tu prends Clone Wars, qui est Star Wars, franchise ultra connue. Hein, voilà, maintenant avec Disney, on en veut, tu vois, voilà, malheureusement. Mais ça, c'est un débat. Wow, le petit clic gratuit. Subversion, attention. Oh, je dis du mal de Disney, incroyable. Mais tout ça pour dire que même avec une franchise ultra connue, il arrive à t'en faire quelque chose de marquant et d'incroyable, tu vois, un truc que Star Wars n'a pas fait depuis très longtemps, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, étrangement, parce qu'on évoque ça, mais dans Primal, il réussit à faire ce tour de force aussi, puisque chaque incarnation de personnage qu'il met en scène, même les créatures, même les monstres, sont ultra marquants, parce que tout simplement, il les iconise réellement par l'image. C'est-à-dire, il y a un moment donné, t'as même pas besoin de dire lui c'est tel machin, telle menace, tel truc. Non, il y a peut-être des fois un mot qui apparaît parce que dans la saison 2, comme j'ai dit, il y a la civilisation qui débarque. Donc du coup, il y a des Vikings qui ont un langage et tout. Mais en soi, tous les antagonistes qu'ils croisent sont purement iconisés quoi. Il y a un épisode que moi j'ai trouvé hallucinant où les deux héros sont pourchassés par une force. Alors, on sait pas trop ce que c'est au début, une espèce de force obscure qui tue tout le monde dans la forêt, et même le T-Rex en a peur, c'est-à-dire c'est que même le Fang hurle sur Spear en lui disant qu'il faut pas y aller, quoi. Et ce qui met un petit peu en rage d'ailleurs Spear. Et plus tu avances, plus tu comprends que c'est une espèce de créature terrifiante, tout droit sortie d'un cauchemar en fait, qui est capable de tuer tout le monde. Et bien entendu, c'est encore une fois par l'association d'images et d'idées que Tartakovsky va faire comprendre comment les deux personnages vont réussir à s'en sortir et à vaincre cette créature. Mais cette créature, comme tout autre monstre qui apparaît dans la série, sont vraiment iconiques. Ils sont vraiment identifiables parce qu'ils ont une vraie présence au moment où ils apparaissent, ils ont une vraie utilité au scénario, et surtout ils font preuve d'une véritable démonstration de pure violence. Comme tu l'as dit, le géant africain, la reine égyptienne, voilà, le démon de feu à la fin. Tu prends aussi la civilisation viking que tu disais que oui, ça apporte le diable à la série, mais même ça, Tartakovsky te le ramène à un aspect complètement primaire et forcément, mais il ramène un aspect complètement déshumanisé parce que le chef viking, à bout d'un moment dans la série, je vais pas spoiler, mais il devient une entité plus qu'un personnage. Le personnage est abandonné pour une entité et ça offre le final de la série qui est absolument incroyable. C'est ça, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est une entité qui l'affronte, c'est pas un être humain, tu vois. Et je me dis, c'est dingue de se dire à quel point même la civilisation, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on se répète beaucoup et qu'on revient tout le temps, on fait des allers-retours. Mais même le civilisé, il disparaît au profit de quelque chose de beaucoup plus primaire, quoi, de beaucoup plus violent, c'est ça, viscéral, tu vois. Et c'est là où la série est forte, c'est qu'elle questionne encore une fois notre rapport à tout ça, notre rapport à la croyance, notre rapport à toutes ces choses qui définissent en fait la violence qui est en nous et comment on s'en sert au final. Et pourquoi on la légitime, c'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, ce personnage, comme tu l'as dit, de Viking, il va utiliser sa croyance pour devenir une incarnation encore plus puissante que la menace qu'il juge être soi-disant la véritable Némésis, tu vois. Ouais, la responsable de ses malheurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça renvoie évidemment à Spear, à Fang, à leur parcours et à tous ceux qui croisent. Et comme je l'ai dit, à des personnages qui sont purement iconisés, ce que réussit vraiment à faire et que maîtrise Tartakovsky. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Voilà. Est-ce que ce serait le mot de la fin, pour le coup? Ouais, moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Bon, voilà. Au cas où vous n'auriez pas compris, ceux qui nous écouteront, que Primal, c'est génial. Donc, si vous avez envie de voir un homme préhistorique chevaucher un tyrannosaure, péter la gueule à des vikings, à des dinosaures, à des monstres, à tout ce que vous voulez, vous savez que vous devez regarder ça. Mais sachez qu'encore une fois, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas seulement que de la violence gratuite. Et surtout mater du Tartakovsky parce que moi je trouve que c'est un animateur qu'on met pas assez en avant, tu vois, justement. Oui, c'est ça, surtout mettez du Tartakovsky. Il faut le mettre en avant parce que voilà, c'est un pur cinéaste qui pense par l'image et qui te raconte un pur geek aussi, ouais. C'est un pur cinéaste qui te raconte les choses par l'image et ça devient trop rare en ce moment. Il faut vraiment mater du Tartakovsky si vous aimez le show don't tell.
Voilà. C'est ça. Donc pensez à regarder le laboratoire de Dexter, pensez à vous faire l'intégrale de Samurai Jack, rematez Clone Wars, vous découvrez Clone Wars si vous ne l'avez jamais vu en effet. Et puis bien sûr, procurez-vous au plus vite Primal. Je précise quand même que la première saison est disponible en Blu-ray, que la saison 2 va débarquer en avril cette année. Après, la série est disponible sur des plateformes de streaming légales, je précise aussi. Donc voilà, vous pouvez la trouver. Donc voilà, je pense que nous allons pouvoir conclure sur ça, en tout cas, mon Flo-Flo. Oui, tout à fait. Donc j'ai été ravi que tu sois avec nous. Moi aussi, c'était fort agréable d'échanger avec toi sur cet homme incroyable qui est Tartakovsky et cette série tout aussi incroyable qui est Primal. Pareil. Très content que ce premier épisode de Cacahuètes et Vélociraptor ait été fait. Je pense que tu auras l'occasion de revenir. Il y aura d'autres sujets possibles. Ouais, on verra bien. Voilà, je précise quand même pour ceux qui nous écoutent que Cacahuètes et Vélociraptor ne se permet pas que de faire de l'actualité. On parle de ce qu'on a envie, divers sujets. Ça peut être du cinéma, des séries, des romans, des bandes dessinées. Soyons même fous de la musique. Allez, pourquoi pas. Tant que ça nous fait passer un bon moment et que ça nous permet de découvrir des choses, on va essayer de rester dans cette optique-là de découverte. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube du Daron, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, et que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne de Flower Hybrid, qui même s'il ne fait pas beaucoup de vidéos, en fait de très bonne qualité, et je crois que dans pas longtemps, il va en sortir une prochaine, n'est-ce pas ? Pourquoi tu fais du teasing comme ça, c'est pas juste. Parce que je veux te motiver, Bah oui, mais c'est en cours, faut que j'enregistre et que je la monte, mais sinon, oui, je suis en cours de vidéo. Je reviendrai bientôt, j'espère. Et ben voilà, abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Sur ce, je pense qu'on peut vous dire à la prochaine sur Cacahuètes et Vélociraptor. Ciao.